C'est l'heure de politique en partenariat avec l'Express et RFI. Nous serons avec Alain Vidali, ministre chargé des relations avec le Parlement. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et vous serez également interrogé par Frédéric Rivière de RFI et Christian Macarian de l'Express. Bonjour. Bonjour. Et dans la deuxième partie, nous recevrons Jean-Vincent Placé, président du groupe Europe Écologie Les Verts au Sénat. Alors Alain Vidali, ancien avocat spécialiste du droit du travail, seul ministre délégué auprès du Premier ministre, vous êtes un homme de l'ombre, celui qui démine, celui qui doit savoir anticiper, celui qui doit tâter le pouls des parlementaires, bref, celui qui fait le pont entre ses députés, ses sénateurs et les hautes sphères politique. Alors, l'heure était à la gravité ce mercredi après le Conseil des ministres. Décidément, au Conseil des ministres, plus besoin de porte-parole ou de débriefing. Depuis 2 semaines, c'est François Hollande qui s'en charge. La semaine dernière, le chef de l'État réagissait à l'affaire Cahuzac. Cette semaine, c'est lui encore qui annonçait les mesures pour moraliser la vie politique. On écoute un extrait et on en reparle. L'autorité sera créée, totalement indépendante. Elle contrôlera les déclarations de patrimoine, mais aussi les déclarations d'intérêt des membres du gouvernement, des parlementaires, des responsables des grands exécutifs locaux et des dirigeants des grandes administrations. Dès lundi, les déclarations de patrimoine seront rendues publiques pour tous les membres du gouvernement. Alors, parmi les autres mesures, on en parlera, un parquet financier avec un procureur spécialisé. Alors, d'après vous, choc de moralisation ou choc d'autorité d'un François Hollande? L'affaire Cahuzac a quand même été l'affaire où, dans le fond, on a contesté l'autorité personnelle du chef de l'État. L'autorité personnelle, je ne sais pas, mais qu'il se sente, il l'a dit d'ailleurs, comptable, oui. Qu'il se sente blessé d'abord. Blessé, il a dit, c'est contraire à tout à ce à quoi je crois. Il a dit, on peut échouer en politique. Mais là, c'est la question des valeurs, des principes du président qui a essayé de toujours respecter ces règles-là. Et donc, il a voulu l'exprimer lui-même parce que je crois qu'au fond, nous sommes blessés. Mais tous les Français sont blessés. Et quand il a dit, quand un ministre ment à l'Assemblée, c'est un outrage pour la République, je crois que ça résume bien ce qui s'est passé. Et donc, il faut sortir des mots et du constat, il faut passer à l'action. Et c'était lui qui devait le faire, et il l'a fait ce matin. Alors, parmi les mesures aussi, cumul des mandats et conflit d'intérêts. Donc, je le disais tout à l'heure, vous étiez avocat. Est-ce que vous êtes au clair, vous, avec votre situation? Vous n'êtes plus avocat, vous n'avez plus de cabinet d'avocat? Je ne suis plus avocat, j'ai plus de cabinet. Et dans le passé, quand je suis resté inscrit comme avocat, je n'ai tiré aucun revenu de cette activité. Alors, vous, je le disais, vous êtes Quand j'étais parlementaire. Oui, parce que vous avez été député, effectivement, des Landes. Alors, ce monde parlementaire que vous connaissez bien, aujourd'hui, je disais, vous êtes le pont entre le pouvoir exécutif et oui. voilà. Comment ça réagit? J'ai l'impression que ça a été très mal vécu, de décliner son patrimoine comme on décline son identité. Je crois qu'il y a 2 lectures de cette affaire. À gauche et à droite. Hein, oui, il y a 2 lectures. Il y a la lecture de ceux qui se disent, mais enfin bon, ça ne sera jamais assez. Et une fois qu'on aura dit, voilà, j'ai une maison où j'ai acheté un costume ou j'ai acheté telle voiture, il y aura toujours quelqu'un pour vous dire, mais c'est déjà bien trop important ou la voiture est trop belle. Mais on n'en est pas là. On n'en est pas là. On est aujourd'hui face à une vraie crise de la démocratie. La question de la transparence, c'est simplement pour permettre de rétablir la confiance. C'est-à-dire que les gens retrouvent confiance en ceux qui les représentent. Mais ce qui veut dire que la notion d'honneur, la notion de parole en politique ne vaut plus rien alors. Puisque désormais, les responsables politiques, les ministres qui feront une déclaration, elle sera contrôlée. C'est-à-dire qu'il y aura une forme, en quelque sorte, de présomption de mensonge. Non, je ne pense pas qu'on puisse avoir cette lecture, je ne suis pas d'accord avec vous. L'engagement sur l'honneur, la parole donnée, ça ne vaut plus rien. Ça devrait, mais... oui, mais on voit bien donc où on en est. Oui, mais on en est à cause de quoi? À cause de qui? Il y a des gens, vous, moi, probablement que ça signifie encore quelque chose. Et malheureusement, et on ne peut pas dire aux Français, vous avez tort, après ce qui vient de se passer, leur dire, vous en faites pas, tout va bien, puisque ça existait. Jérôme Cahuzac, il a menti devant l'Assemblée nationale et il a fait une fausse déclaration devant la Commission.
Et donc, il nous faut absolument dire, eh bien, il faut qu'il y ait de la transparence. Par rapport aux monteurs, par rapport aux tricheurs, il faut de la transparence. Alors, et nous voulons de la transparence. Alors, on va écouter des réactions qui datent, bien sûr, après le discours de François Hollande. Les paradis fiscaux doivent être éradiqués en Europe et dans le monde parce que c'est la condition pour préserver et protéger l'emploi. Enfin, il sera proposé d'étendre l'interdiction du cumul d'un mandat parlementaire avec l'exercice de certaines activités professionnelles pour prévenir tout conflit d'intérêts. Alors, c'était la suite de ce qu'avait dit François Hollande. On y reviendra, c'est un petit peu trompé. C'était pour les réactions. Écoutez les réactions à l'Assemblée nationale. Bon, pas de... Ah si. Pas de réaction politique. Bon, écoutez, on va s'en passer. Peut-être Christian. Est-ce que, Monsieur Vidali, est-ce que réellement il faut penser que la transformation de la commission de transparence de la vie politique en haute autorité, en dehors de l'aspect sémantique et solennel, le président a voulu, c'est clair, solenniser son propos. Est-ce qu'on peut en attendre pour autant une réelle transparence et est-ce que ça empêche certains encore de passer à travers les mailles du filet? L'objectif, c'est que personne ne puisse passer à travers les mailles du filet. Et il faut trouver le dispositif. Aujourd'hui, il y a le dépôt, ça existe. On est obligé de faire une déclaration de patrimoine et tout le monde l'a fait, sinon il y a des poursuites. Qui contrôle le contenu de cette déclaration? Naturellement, il faut poser la question après des événements d'une telle gravité. La proposition du président de la République, c'est de donner des moyens à cette haute autorité qui va succéder à la Commission avec les moyens de l'État. C'est-à-dire qu'avant d'être ministre, vous ferez une déclaration et les services fiscaux, on analysera la sincérité et avec tous les éléments que l'on peut avoir. C'est-à-dire qu'il y aura des pouvoirs de contrôle, d'investigation de la Commission. Et l'objectif premier, il est le suivant. Il faut le rappeler. La haute autorité. L'objectif premier est le suivant. C'est de vérifier qu'un responsable public ne s'enrichisse pas pendant la période où il exerce son mandat. Ça n'est pas une faute d'être riche en France, dès lors qu'on paye ses impôts normalement. Même chez un élu. Mais s'il a pratiqué l'évasion fiscale préalablement à son mandat, est-ce que ce dispositif change quelque chose? Ce dispositif, celui-là, ne changera rien, puisque, effectivement, par rapport à quelqu'un qui fraude, qui ne déclare pas, c'est pour ça qu'il n'y a pas qu'un dispositif. Il y a un dispositif pour l'ensemble des fraudeurs. Il n'y a pas que des élus qui fraudent le fisc. Mais s'il y en a, parmi eux, le parquet financier, ceux dont on va parler probablement, c'est aussi une réponse. Oui, et notamment au niveau européen. J'avais promis des réactions, je voudrais qu'on les écoute. Je crois que le président de la République n'a toujours pas pris la mesure du scandale gouvernemental, ce qui se passe en ce moment à partir de l'affaire Cahuzac. C'est-à-dire concrètement, il n'y a toujours pas de réponse sur l'instrumentalisation de l'administration fiscale. C'est quand même ça le sujet aujourd'hui. En réalité, on a affaire à un gouvernement qui est complètement transformé en camp de nudistes. Ils se mettent à poil et ils veulent que les autres se mettent à poil avec eux. Bon, c'est le seul moyen qu'ils ont trouvé pour se débarrasser de l'affaire Cahuzac. Bon, je trouve que c'est populiste, franchement. Alors, écoutez, populiste... je pense que nos propositions gênent. Quand on en vient à des réponses aussi médiocres, la seule question qui est posée à ce M. Collard ou à M. Jacob, c'est simple. Il n'y a pas besoin de beaucoup de temps. Ou M. Copé, oui. C'est est-ce que vous êtes d'accord pour publier l'état de votre patrimoine? Et deuxièmement, à toutes les questions de monsieur, quand j'en vois Jacob qui dit, mais enfin, la seule façon, c'est de savoir ce qui s'est passé. Mais on va le savoir. Il va y avoir une commission d'enquête parlementaire. Mais... contrairement à l'affaire de Karachi, il va y avoir, et là, le garde des Sceaux a donné son accord, et le gouvernement, dans son entier, soutient cette démarche. Il n'y a jamais eu aucune démarche aussi transparente. Quand Jean-François Copé dit c'est une atteinte à la vie privée, qu'est-ce que vous lui répondez? Je lui réponds que ça veut dire qu'il est contre, que sa réponse est non. Donc ça veut dire alors quoi, que d'être nous, contre? nous proposons qu'il y ait... Ça veut dire avoir quelque chose à cacher, d'après vous?
Mais j'en sais rien. D'ailleurs, c'est peut-être à M. Fillon qu'il faut poser la question. Sur le plan parce politique, que vous avez observé que lui, il s'est précipité pour rendre son patrimoine public. Donc déjà, avant d'attaquer le gouvernement, qu'ils se mettent d'accord entre eux. Nous, ce qu'on souhaite, on verra demain ce que dira. Attendez, parce que là, M. vous êtes en train de dire que peut-être François Fillon a fait ça pour gêner Jean-François Copé? J'en sais rien. J'ai lu si, ça c'est dans ce que les vous êtes en journaux. train de- Non, pas moi. Mais j'ai lu des commentateurs mal intentionnés qui pensaient ça. Dans tous les cas, il y a un problème d'harmonisation. On a une opposition, ils nous posent des questions, mais qui répondent donc aux propositions que l'on fait, et surtout qui se mettent d'accord sur les réponses qu'ils apportent. C'est très simple. C'est leur intérêt aussi, c'est ce que je pense. Leur intérêt, c'est que face à cette situation et face à ce constat, qui ne date pas simplement de cette affaire, même si elle est gravissime, et nous en sommes d'accord, de savoir s'ils partagent avec nous, et ça serait quand même un bon moment, je trouve, qu'ils quittent ce discours polémique et qui disent oui, sur ces questions, on peut faire un chemin ensemble parce que c'est ni vous ni nous qui sommes en cause, c'est la République. Les Français ont une suspicion vis-à-vis de la politique et de leurs représentants. Et il faut apporter une réponse. On a appris ce matin que Marisol Touraine a un patrimoine d'1,4 million, c'est elle qui l'a dit. La semaine prochaine, on saura que d'autres ministres ont un patrimoine beaucoup plus important, sans doute encore. Il y a donc des ministres riches. Mais il y a des ministres riches. Vous voyez pas où je veux vous emmener ? Que François Hollande s'entoure de ministres riches, lui qui n'aime pas les riches, c'est pas un peu paradoxal tout de même ? Lui qui n'aime pas les riches, je pense qu'il n'a jamais dit qu'il n'aimait pas les riches. Si, oui, je n'aime pas les riches, je n'aime pas les riches. Sur la question de savoir qui est un riche, on peut en discuter. Mais vous savez, les gens... Lui, il le fixe à 4 000 € par mois. Donc, il est revenu là-dessus, on ne va pas reprendre cette ancienne... quand on a 1,4 million... forme de marronnier, cette histoire, hein, quand on sait comment ça s'est passé. Bon, écoutez... personne ne fait un procès aux riches. À partir du moment où les gens gagnent normalement leur argent et qui payent normalement leurs impôts, au contraire, ils ont toute leur place dans la société. Nous n'avons pas, nous, de ce point de vue-là, une démarche où on dirait, finalement, pour pouvoir être élu, il faut faire vœu de pauvreté ou d'austérité. Maintenant, vous savez, les gens sont riches. Moi, ce n'est pas mon cas parce que parfois ils héritent ou qu'ils ont trouvé ce patrimoine. Et puis, vous savez, passer un certain temps, quand on a vécu normalement de son travail, quel qu'il soit, c'est normal que probablement j'ai un patrimoine un peu plus important que certains ministres qui ont 20 ou 30 ans de moins que moi. Mais probablement que si on comparait le patrimoine des journalistes, on arriverait au même résultat. Alors, les paradis fiscaux, c'est aussi le gros morceau de cette intervention. François Hollande qui veut éradiquer les paradis fiscaux. Est-ce que ce n'est pas un combat perdu d'avance? Dans le fond, ça ne peut pas être une décision nationale. La France ne peut pas décider de supprimer Macao, de supprimer les îles Caïmans. C'est à l'échelle, à l'espace, soit européen, soit international, de le faire. Est-ce que là, il n'a pas été... il n'a pas rêvé tout éveillé? Les seuls combats perdus d'avance, c'est les combats qu'on ne mène pas. Voilà. Oui, c'est ce qu'il a dit. Donc, aujourd'hui, on est face à cette situation et il y a des améliorations à faire. D'abord, parce qu'on a pu constater qu'au fond, les outils d'investigation sur la délinquance financière, ils sont aujourd'hui quasiment ceux qu'on avait il y a 50 ans. Oui. La sophistication des moyens d'enquête, autant on a fait des progrès considérables, et c'est bien en matière de lutte contre le grand banditisme, la drogue, etc., autant on a constaté que sur ces questions-là, on était quand même un peu resté l'arme au pied en termes de moyens, en termes de méthode et en termes d'efficacité des procédures, d'où l'idée d'avoir ce parquet financier. Finalement, par rapport à des grands fraudeurs, c'est pas celui qui omet de déclarer je ne sais quoi de quelques centaines d'euros. Il y a un système de fraude organisée, mais un système commercial. D'ailleurs, parfois, il y a même des publicités dans les journaux, venez chez moi et je vais vous arranger ça. Eh bien, c'est fini. On ne peut pas demander des efforts aux gens et avoir une espèce de tolérance, voire parfois une espèce d'attirance pour la grande fraude fiscale. En 2009, le G20 de Londres avait proclamé toutes sortes de choses contre les paradis fiscaux et Nicolas Sarkozy avait dit à la fin de ce sommet, les paradis fiscaux, c'est fini. Bon, l'effort s'est relâché et on a assisté à ce à quoi on a assisté. Est-ce que François Hollande n'a pas intérêt à lancer ce mot d'ordre, il vient de le dire encore ce matin, au niveau européen, et en particulier avec un État partenaire, c'est l'occasion ou jamais de relancer les relations franco-allemandes avec un État partenaire, c'est évidemment l'Allemagne, qui est sur la même ligne en matière de lutte contre les paradis fiscaux. C'est exactement ce qu'a dit le président de la République ce matin.
vous avez raison, et c'est ce qu'il va faire, et c'est ce à quoi il s'est engagé, parce qu'au fond, ce problème, il n'est pas simplement franco-français. Il concerne aussi tous les pays, tous les peuples, tous les citoyens à qui on dit aujourd'hui il faut faire des efforts, et c'est aussi vrai en Allemagne, mais dans tous les autres pays aussi, et qui, au fond, constatent qu'il y a ce système que plus personne ne contrôle, et qui est tout simplement inadmissible, avec des sommes considérables qui circulent comme ça pour échapper à l'impôt. Oui, à des initiatives très fortes. C'est ce qu'a dit le président de la République, et vous avez raison, française, on en a parlé un peu, mais aussi européenne. Dernière question, avec cet arsenal qu'a décliné François Hollande, est-ce qu'à votre avis, une affaire Cahuzac pourra se reproduire ? Je ne veux pas dire qu'on arrivera à éradiquer toutes les mauvaises actions de tous les fraudeurs, qui peuvent être aussi sophistiqués. Dans tous les cas, on se donne les moyens d'avoir une sorte de contrôle citoyen. La transparence, c'est pas pour faire du voyeurisme. La transparence, c'est pour justement éviter que des choses comme ça se reproduisent. Nous, ce qu'on veut, c'est que le débat politique puisse se renouer. Aujourd'hui, il y a une vraie difficulté pour nous, comme d'ailleurs pour la droite, et il faudrait qu'ils le mesurent. C'est que ils vont voter d'après vous ? Pardon ? Ils vont voter avec vous, main dans la main ou pas ? Écoutez, je ne cesse de leur poser la question. Et alors ? Je pense qu'aujourd'hui, s'ils répondaient tout simplement oui, ils n'abandonnent rien. Puisque eux-mêmes, parfois, avaient dans le passé, que certains d'entre eux pensaient à quoi ça ressemble, ce qui se passe cet après-midi aux questions. À l'Assemblée. Je veux dire, à rajouter de la crise, sauf à penser que l'UMP a décidé de surfer sur l'extrême droite avec l'affaire sur le mariage. Enfin, tout ça n'a pas de sens. C'est pas responsable d'un point de vue démocratique. Je crois qu'il faut qu'on se parle. Ils vont se parler demain avec le Premier ministre, et j'espère qu'ils vont y aller, et puis qu'on va discuter, y compris s'ils ont des propositions à faire. Ce serait responsable, d'après vous ? Oui, ce serait responsable qu'on passe une espèce de contrat de confiance avec nos concitoyens, mais ce n'est pas suffisant. C'est simplement nécessaire pour qu'ils puissent à nouveau se dire on va écouter ce qu'ils ont à dire les uns et les autres. La situation est grave parce qu'aujourd'hui, c'est de la défiance. Et il nous faut reconstituer avec la transparence la possibilité justement que ce dialogue existe à nouveau. C'est quand même essentiel dans une démocratie. Merci Alain Vidali, merci. Et on se retrouve dans quelques instants avec Jean-Vincent Placé, notre deuxième invité. À tout de suite.